Voilà, bonjour camarades, merci beaucoup de l'invitation, j'en suis ravi. Je vais vous présenter un peu Lénine, hein, d'abord moi-même, avant cela. Je m'appelle Adrien Thomas, je suis historien, je travaille beaucoup sur le syndicalisme et la gauche belge. J'ai fait un livre, ici j'ai ramené 2 exemplaires, sur un personnage qui représente bien à la fois ce syndicalisme et aussi le communisme belge, hein, puisque il a porté, ça a été le dernier président du Parti communiste de Belgique avant sa disparition en 1990. Et c'est quelqu'un qui a eu un travail, je veux dire, exemplaire de ce point de vue-là en termes de syndicat. Voilà, je collabore aussi à de nombreuses revues et associations, et bien sûr, je suis ravi si on peut continuer à échanger par la suite. Alors, Lénine, je vais le présenter en 4 parties. D'abord les débuts, hein, sous la forme du petit révolutionnaire qu'on a longtemps sous-estimé, puis du bolchevique en exil, de la Révolution, qui était quand même une période très riche, et puis je terminerai avec quelques éléments sur oui, comme dirigeant soviétique, ce qu'il a été, la manière dont il a évolué. C'est une transition quand même remarquable, hein. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils étudient Lénine, voient je veux dire, quelqu'un, qui change beaucoup et qu'on n'aurait peut-être pas soupçonné pour arriver à un tel niveau comme ceci. C'est quelqu'un qui présente de multiples facettes. Voilà, je vais essayer de tout tenir en 20 minutes, ce sera peut-être un peu limite, hein, mais je vais quand même essayer. Alors donc, voilà, Lénine, c'est quelqu'un qui est né non pas à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, mais dans une ville de province, sur la Volga, dans une famille non pas ouvrière, mais plutôt de petite aristocratie, en tout cas de classe moyenne aisée, on va dire, et qui est marquée très tôt par un drame familial initiatique, c'est la pendaison du frère aîné, qui est un jeune garçon, un chimiste, qui a essayé de faire un attentat contre le tsar à l'époque, hein, qui a été pris. Ça a été un désastre complet, et il ne s'est pas dédié, si bien qu'il a été pendu haut et court. Et ça, évidemment, ça a marqué très fort Lénine, son jeune frère, même si on a beaucoup peut-être exagéré l'influence que ça a eu par. Néanmoins, ça permet de voir que le mouvement ouvrier de cette époque n'était pas du tout dirigé par les marxistes, les socialistes, mais par une branche qu'on qualifierait aujourd'hui de populiste, les narodniki, qui idéalisait beaucoup les paysans, la paysannerie, qui en même temps représentait quand même 85% de la population russe. Et donc, c'est un mouvement qui se distingue beaucoup par cette idée qu'un jour viendra une révolution, le grand soir, mené par la paysannerie, de manière spontanée. Ce à quoi, évidemment, Lénine va se mettre en porte-à-faux. C'est quelqu'un qui étudie le droit à Saint-Pétersbourg et qui est rapidement exclu de l'université parce qu'il va fonder en 1893, donc assez rapidement, un petit groupe d'étudiants radicaux sous la direction de Plekhanov, qui est le premier vrai traducteur, importateur du marxisme en Russie. Il va néanmoins finir sa licence de manière libre. Mais néanmoins, Lénine va très rapidement devenir ce qu'il va lui-même qualifier plus tard de révolutionnaire professionnel, en quelque sorte. Pour cette raison, pour son activisme politique, dans une Russie tsariste qui est évidemment très répressive, hein, c'est une monarchie absolue du droit divin, il fait un premier exil, une relégation, comme on dit, en Sibérie avec sa femme, qui est aussi révolutionnaire, qui s'appelle Nadezhda Kupetskaya. C'est l'époque où est fondé le Parti ouvrier social-démocrate de Russie et son journal, l'Iskra, qui est tenu par Plekhanov et un autre révolutionnaire qui s'appelle Martov, avec lequel tous les deux il va finir par se disputer, mais avec lequel il joue un rôle, je veux dire, d'avant-garde très marqué. Il écrit beaucoup, hein, c'est ça Lénine, c'est beaucoup écrire via le journal et la diffusion du journal contre les populistes qui sont la tendance la plus importante et qui le resteront très longtemps, y compris durant la Révolution, puisqu'ils incarneront ce qu'on appellera les socialistes révolutionnaires, qui seront majoritaires jusqu'à très très longtemps dans le processus révolutionnaire. Et puis, après être venu de Sibérie, il ne va pas pouvoir rester souvent en Russie elle-même, il va devoir très rapidement prendre le chemin de l'exil, que ce soit à Londres, à Munich ou à Carouche, à Zurich aussi par après, et voilà, chez nous ici, à Lausanne, merci. En 1903 sont adoptés le programme et les statuts du POSDR. Néanmoins, c'est un parti dans lequel il y a des divergences très fortes qui vont
continuer à se marquer et en fait à s'exacerber au fil du temps sur la conception du parti, sur le moyen d'arriver au communisme. Ce sont des débats en fait qui se reflètent par rapport à ceux qui sont menés dans la Seconde Internationale, hein, qui sont menés par Bernstein, qui est un des hauts porte-parole du SPD, le grand parti social-démocrate allemand, qui donne le là, en quelque sorte, dans tout la Seconde Internationale de cette époque-là. Je pense que mon camarade Florian reviendra là-dessus, mais quelques éléments sur ces divergences et sur la réponse que Lénine va apporter à ça, c'est dans ce livre qui est très intéressant toujours aujourd'hui à lire, qui s'appelle Que faire et qui pose la vision léniniste du parti. C'est-à-dire que pour lui, c'est une stratégie révolutionnaire que le parti doit amener, qui doit être porté par des agitateurs posters, c'est-à-dire des hommes qui ne font que ça, à temps plein, des ouvriers qui sont disciplinés et qui sont politisés, qui sont éduqués, qui sont intellectualisés dans le but d'organiser leurs semblables. Et l'idée d'avoir, pour ce faire, un parti d'avant-garde, un parti qui est distinct des syndicats, des cercles culturels ou propres au mouvement ouvrier, qui soit centralisé, mais souple, qui soit clandestin, parce que aussi c'est la réalité de la Russie de cette époque, mais qui soit axé vers les grandes masses, dans l'idée de préparer la révolution de manière structurée, et non pas dans cette idée qui est très populaire à l'époque, anarchiste, spontanéiste, hein, du grand soir qui adviendra à un moment donné des coups d'éclat, qui avait en quelque sorte le haut du pavé parmi la plupart des révolutionnaires de cette époque. Voilà, c'est des idées à l'époque qui étaient novatrices, hein, mais qui évidemment sont en cohérence avec ce que Karl Marx avait écrit par avant. Alors, Lénine, ces thèses vont être beaucoup discutées dans le cadre évidemment révolutionnaire de 1905, hein, qui est un moment important, hein, c'est la mutinerie du Potemkin, hein, c'est le dimanche sanglant à Saint-Pétersbourg, c'est une série de grèves, c'est une première tentative révolutionnaire qui se déroule en Russie, qui se déroule de manière plutôt spontanée, mais qui évidemment n'aboutit pas en quelque sorte, hein, parce que le mouvement en tant que tel est très peu structuré, mais qui aboutit quand même à des expériences très intéressantes, en l'occurrence le premier soviet, hein, donc la première forme de conseil qui est dirigé à l'époque par un jeune homme qui s'appelle Léon Trotsky, et qui va faire germer l'idée que c'est le moyen, ce type de conseil d'ouvriers en grève, de soldats révoltés, de paysans, le moyen par lequel on va pouvoir faire la révolution et faire advenir un nouvel État prolétarien. C'est à ça qu'on arrivera. C'est une révolution qui aboutit à une première concession du régime tsariste, qui est l'instauration d'un parlement fantoche. Hein, c'est même pas une monarchie constitutionnelle, hein, mais c'est l'idée d'avoir au moins un parlement dans lequel on envoie des députés, y compris socialistes, hein, qui peuvent intervenir, mais qui est néanmoins marqué par une très grande répression policière qui fait que qui enrichit évidemment beaucoup l'exil politique à travers l'Europe de révolutionnaires russes. Ça marque également, cette révolution, l'exacerbation des tensions au sein du POSD, qui le fait d'une certaine façon voler en éclats. C'est une époque où Lénine discute et polémique beaucoup en Europe, je veux dire avec d'autres dirigeants, Plekhanov, mais aussi Trotsky, Kautsky, Luxembourg. Ce sont des échanges réguliers, très intéressants, et qui revient alors avec cette idée, ce clivage entre réforme et révolution, de certaine façon, et qui aboutit à cette séparation en 1905 du POSDR entre ce qu'on va appeler donc, les bolcheviks et les mencheviks. Les bolcheviks étant les majoritaires et les mencheviks les minoritaires. Bolcheviks, la tendance de Lénine, qui va se rattacher à l'idée qu'il avait développée dans Que faire, hein, d'un parti d'avant-garde, d'agitateurs, de révolutionnaires professionnels, contre la vision menchevik, qui est en fait qui correspond plus à l'idéal socialiste tel qu'on peut se représenter toujours aujourd'hui, je pense. Et donc, il y remporte la majorité et il impose aussi cette forme qui est bien particulière au Parti communiste de fonctionner, le centralisme démocratique, hein, dans le but d'avoir cette idée d'un parti qui est discipliné et qui est centralisé sur sa manière d'opérer. Alors, il y a donc beaucoup de débats dans les 35 qui se mènent, y compris dans la prévision de la grande guerre inter-impérialiste qui va se dérouler. Hein. Et ça, c'est intéressant de remarquer que Lénine anticipe en quelque sorte la question. Hein. C'est quelque chose qui est prévisible. Hein. Il y a eu des petits conflits, en l'occurrence celle de la crise du Maroc, par exemple, qui a appelé en quelque sorte hein,
la menace d'une guerre impérialiste. Et c'est intéressant de noter qu'en 1907, au congrès de la Deuxième Internationale à Stuttgart, il dépose avec Luxembourg un amendement dans l'idée que s'il y avait une guerre interimpérialiste, quel serait le rôle de la Seconde Internationale? Ce serait d'hâter la chute de la domination capitaliste, donc de précipiter en quelque sorte la fin de la guerre et donc par là le capitalisme. Et c'est une position qui va être réaffirmée dans un congrès suivant à Bâle en 1912, juste avant le début du conflit. Et c'est intéressant parce que la Deuxième Internationale va échouer, elle va mourir de manière honteuse, parce qu'elle va évidemment se tourner pleinement dans l'acceptation de la guerre. Elle va accepter en quelque sorte le conflit, elle va le valider, et il y aura très peu de partis socialistes de cette Seconde Internationale qui objecteront ce tournant social chauvin, nationaliste. Donc la faillite de la Deuxième Internationale, en quelque sorte, Lénine le critique beaucoup dans un petit texte à l'époque, qui s'appelle comme ça, La faillite de la Seconde Internationale, et il met en avant le fait que entre 1871, donc la Commune de Paris, et la guerre franco-prussienne, et 1914, toute cette période-là pacifique a certes développé beaucoup de mouvements ouvriers, il lui a permis d'obtenir de plus en plus de réseaux, d'envergure, y compris de gagner des positions démocratiques dans la société, de créer des syndicats qui sont de plus en plus larges, mais a nourri en même temps une forme d'opportunisme. Et ça, il en veut pour preuve la collaboration de classe, cet esprit, en tout cas d'accommodement de la légalité bourgeoise, qu'on ne se pose pas évidemment quand on est chassé par la police. Et ça, évidemment, il décrit un processus de pourrissement, en quelque sorte. Et il dit, c'est aussi toute l'idée qu'on a voulu défendre la patrie, en quelque sorte, revient avec, parce qu'à l'époque, on revient beaucoup en France avec l'idée de 1789, de défense de la Révolution, la levée de masse, en quelque sorte, et il dit, non, la Seconde Internationale n'a pas été assez claire sur le fait que les guerres, actuellement, qu'elles soient menées par la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Russie, sont des guerres de nature impérialiste. Ce que la Seconde Internationale n'avait pas réellement intégré, si bien qu'elle s'est en quelque sorte dissoute et compromise dans cette collaboration de classe et dans le grand massacre, la grande boucherie de 14-18. Ça va amener à une rupture et à un appel à une troisième internationale qui viendra après le conflit. Grâce à cette Première Guerre mondiale, néanmoins, il souligne dans son texte sur la faillite de la Seconde Internationale que les conditions sont désormais objectives pour une révolution socialiste. Les conditions objectives et les conditions subjectives ne le sont pas, ça viendra plus tard, c'est les moyens révolutionnaires avec lesquels on peut la conquérir. En tout cas, il vient avec un mot d'ordre qui est important, qui est complètement un contre-courant de son temps, qui est très dur à assumer, par ailleurs, c'est guerre à la guerre, c'est même précipiter la défaite de son propre camp. Alors, il passe l'essentiel de la guerre en Suisse, de manière permanente, alors qu'il voyageait régulièrement, et il apprend, il a à Zurich, quand il apprend l'arrivée, la première étape de la révolution russe en février 1917, qui est une révolution spontanée, qui met à bas le tsarisme et qui fait advenir, via une grève générale, via des mutineries de masse, et via la formation massive de ces soviets, qui ont marqué le mouvement ouvrier, le mouvement révolutionnaire en Russie, un gouvernement provisoire, et qui amène en quelque sorte à une situation de double pouvoir, qui est vraiment inédit et qui est très intéressante, qui fait qu'il y a une concurrence entre ces deux types de pouvoir, celui des soviets qui a amené de la révolution et celui du gouvernement provisoire qui cherche en quelque sorte à remettre la Russie dans le rail de la guerre, puisque c'est très vite ce qui va advenir. Il y a une démocratisation, beaucoup de libertés qui sont amenées par la révolution de février, mais le chemin qui est, et c'est vraiment la clé de voûte de toute cette opération, de toute la révolution, le chemin vers la guerre est maintenu par ce gouvernement provisoire. Alors, Lénine revient, comme on vient d'expliquer, en train avec, dans ses bagages, des thèses qu'il a écrites en cours de route, ce sont les thèses d'Avril, et qui affirment clairement la ligne que doivent tenir les bolcheviks, qui n'était pas du tout évidente à l'époque. Il a surpris bon nombre de ses camarades, à savoir aucun soutien au gouvernement provisoire. Vraiment démarcation nette, parce que l'idée c'est de préparer la deuxième étape à la révolution, une étape qui sera socialiste. Le mot d'ordre, c'est tout le pouvoir aux soviets. Dans la concurrence des deux, il y a un choix clair qui doit se faire, c'est tout le pouvoir aux soviets. Et pour ça,
pour conquérir en quelque sorte les masses, à ce slogan, il va en ajouter un autre, c'est celui de paix peinte. Paix, parce que c'est la clé de voûte en quelque sorte par laquelle on doit comprendre la Révolution. Hein. On ne peut pas la comprendre sans tout le contexte de la Première mondiale. Le pain, parce que aussi on est dans un phénomène où les gens crèvent la faim, hein, et toute la question de la famine va tenir la Russie pendant encore de nombreuses années, malheureusement. Et la terre, parce que ça va être la question en quelque sorte de faire rejoindre à soi la paysannerie, qui est fort distante, parce que le processus révolutionnaire va se maintenir surtout dans la grande capitale de Saint-Pétersbourg, qui s'appelle à cette époque-là Petrograd. Et donc, durant le printemps 1917, les mois qui s'écoulent après la Révolution, les bolcheviks vont déployer un immense effort de politisation, d'organisation à travers les quartiers et les usines de cette grande ville de Saint-Pétersbourg qui regroupe, on l'a dit, je pense, 1 à 2 millions d'ouvriers. Et c'est une conquête graduelle des soviets, une organisation de son bras également, qu'on appelle les gardes rouges, qui permettent en quelque sorte à ce que le parti, qui est un petit parti, hein, parmi tant d'autres à l'époque, devienne la force vraiment la plus dynamique et la force la plus importante, hein, en décuplant son nombre de membres qui sont particulièrement actifs et qui vont ça et là dans les quartiers, tout comme Lénine, hein, qui à l'époque lui-même parle tous les jours. C'est bien décrit dans le livre que je mets ici, hein, qui n'est pas, je veux dire, un livre historique à proprement parler, c'est un témoignage qui est écrit sur le fil par un journaliste américain, John Field, très intéressant. Et donc, ce processus aboutit en quelque sorte à une première tentative révolutionnaire, un peu embryonnaire, qui n'est pas une très bonne idée. En juillet, il y a une première forme de prise de pouvoir qui n'aboutit pas du tout et qui permet au gouvernement provisoire de mettre à bas en quelque sorte le masque démocratique et de chasser, d'arrêter les bolcheviks. Et c'est dans ce cadre-là que Lénine doit fuir à nouveau, se cacher en Finlande quelques semaines, durant lequel il va écrire un petit livre qui s'appelle L'État et la Révolution, sur lequel on va revenir. Mais le gouvernement provisoire va être trahi en quelque sorte en son sein par sa branche, on va dire, bonapartiste, puisqu'il y a un général qui va se dire que, puisque débarrassé des bolcheviks, on va pouvoir rétablir en quelque sorte l'ordre impérial. Et heureusement, cette tentative de putsch portée par un homme qui s'appelle l'amiral Kornilov ne va pas aboutir, car ce sont les bolcheviks qui vont utiliser toute leur représentation, leur ancrage très forte au sein de la population pétersbourgeoise pour défendre les acquis de la Révolution. Et ça va crédibiliser énormément les révolutionnaires, Lénine, en l'occurrence, qui va revenir à Saint-Pétersbourg au mois de septembre, auréolé d'un prestige inégalé et profitant surtout du discrédit du gouvernement provisoire qui ne sait plus, en quelque sorte, sur quoi s'en tenir. Et Lénine, comme avec les thèses révolutionnaires, revient avec un autre texte qui est l'État et la Révolution, et l'idée que désormais, il faut faire advenir un nouvel État, un État prolétarien, une république des soviets, et ça passe par ce qu'il va appeler la dictature du prolétariat. Alors, le retour de Lénine, en quelque sorte, après, je veux dire, la défaite de Kornilov, on a quelque chose qui va assez rapidement, hein, c'est-à-dire qu'on a un deuxième congrès pan-russe des soviets qui va se dérouler, qui est l'organe suprême de la révolution, et qui va en quelque sorte faire aboutir, démontrer l'hégémonie bolchevique, en tout cas le fait qu'ils aient gagné à la majorité, alors qu'ils n'étaient qu'un petit groupe. Hein, quand il y a eu une première élection au mois de juin, je veux dire, ils ne représentaient que 13%. Et en octobre, au moment où va arriver la révolution d'octobre, la révolution socialiste, ils auront cette majorité qui leur permettra d'une certaine façon de démontrer le caractère démocratique de celle-ci. Et donc, après la prise du palais d'hiver, hein, qui ne pose pas véritablement de problème, hein, qui se fait, je veux dire, presque sans violence, hein, étonnamment, ce qui ne sera pas le cas à Moscou, hein, où il y aura des combats qui seront plutôt violents, on a en quelque sorte le début de l'État, qui n'est pas encore appelé soviétique, hein, mais qui le deviendra rapidement, et qui va commencer avec cette guerre civile qui est terrible, et qui se déroule dans un climat révolutionnaire partout en Europe, avec la fondation dans le même temps du Comintern ou de la troisième intersyndicale qui va avoir comme but de structurer la révolution dans un cadre mondial, ce qu'on devra abandonner par après. Hein, ici, cette carte le démontre bien avec d'un côté l'Allemagne avec les Spartakiens
centristes, hein, mais aussi la Finlande, la Hongrie, qui essayent et qui tiennent durant quelques mois des petits États de type soviétique. De l'autre côté, comme vous le voyez, l'État soviétique a été réduit à peau de chagrin. Hein, c'est une guerre civile, il faut bien se dire, qui va durer quelques années et qui va être particulièrement cruelle. Alors, dans un premier temps, les bolcheviks parviennent à obtenir la paix avec l'Allemagne, à stopper. Hein, c'est la promesse hein, aussi de, quand on dit paix inter, c'est directement cette paix de Brest-Litovsk, hein, qui est par ailleurs terrible, hein, puisqu'elle fait céder à la Russie une grosse partie de son territoire, et puis en quelque sorte qui malheureusement entraîne une guerre civile très intense avec des généraux tsaristes et je veux dire, tous les gens qui ont été mis en minorité par les bolcheviks qui essayent de reprendre par les armes, par la violence la plus crue, le pouvoir. Hein. C'est une guerre de terreur hein, qui se mène de part et d'autre. Et c'est en même temps un processus révolutionnaire qui parvient à une redistribution en quelque sorte des richesses hein, via des expropriations, des nationalisations, par exemple des entreprises de plus de 5 ouvriers, et qui se mêle par là avec des interventions militaires étrangères, puisque vous allez avoir jusqu'à 20 corps expéditionnaires de France, hein, d'Allemagne, de Belgique, qui vont arriver dans le but de soutenir ces généraux blancs contre la révolution, mais qui n'aboutiront heureusement pas. Il y aura une série de victoires bolcheviques successives qui permettront d'assurer au nouveau pouvoir le succès, mais un peu à la virus, en quelque sorte. Hein, parce qu'on se retrouve avec un pays qui, après 4 années de guerre mondiale, et puis encore une série d'années de guerre civile, complètement dévasté, ruiné, avec un bilan terriblement meurtrier. Voilà, on arrive en quelque sorte à la fin. Ici, c'est cette partie du communisme de guerre qui caractérise les dernières années de Lénine, qui est en une situation terrible, hein, parce que vous avez de la famine à la ville, et qui doit en quelque sorte se résoudre par des réquisitions à la campagne. Les bolcheviks qui doivent en quelque sorte gagner les paysans, ce qui n'est pas du tout le cas, et qui va en quelque sorte se concrétiser, non pas par la collectivisation, qui est quand même l'objectif des communistes, mais par une réforme agraire, hein, qui est en fait un compromis avec une autre force politique qu'ils ont inclus initialement dans leur gouvernement, les socialistes révolutionnaires, et qui se matérialise par la nouvelle économie politique, la NEP, qui va permettre, grâce à une libéralisation maîtrisée de l'économie, un enrichissement d'une classe qui posera par après problème, ce sont les goulags. Voilà, Lénine sera victime d'un attentat anarchiste en 1918, ce qui l'affaiblira considérablement, et ce qui le clouera définitivement dans un fauteuil, c'est un AVC en 1928 qui le paralysera. Il s'éloignera du pouvoir et mourra en janvier 1924, laissant en quelque sorte Trotsky et Staline se disputer de manière acharnée sa succession dans un État qui à l'époque est complètement isolé de tous côtés, que ce soit économiquement et politiquement. Mais ça, c'est évidemment toute une autre histoire. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Adrien, vraiment d'avoir relevé ce défi tout à fait ingrat de résumer une vie dans ce temps-là. Est-ce que, avant que Florian ne prenne la parole, tu pourrais nous dire, puisque tu es un historien du mouvement ouvrier, un historien du mouvement syndical aussi, hein, vous pouvez retrouver ce bouquin d'Adrien évoquant une figure importante sur laquelle il a montré une diapositive au tout début de son intervention, Robert Dussart. Est-ce que Lénine est quelqu'un d'intéressant pour toi sur le plan de la question syndicale, quelqu'un qui t'a inspiré aussi comme historien? Oui, bien sûr, parce que c'est quand même la question de la primauté de la classe ouvrière. Et les syndicats sont partie prenante du processus révolutionnaire en 1917. Et voilà, non, c'est je veux dire, très important parce que c'est la manière aussi dont la classe ouvrière se dote d'armes qui sont, je veux dire, structurantes à son action. Moi, j'ai toujours en tête ce que disait un boxeur américain, enfin non, c'est un communiste plutôt, un syndicaliste communiste américain, voilà. Et vous allez voir avec la boxe, il disait je suis comme un boxeur, j'ai mon point c'est le syndicat et mon autre point c'est le parti. Et il disait ce sont les deux armes qui me permettent de lutter et
d'acquérir des droits. Et je pense que oui, pour l'avènement de la classe ouvrière, la conquête de ces acquis, ça a été 2 armes précieuses, ouais, effectivement, avec d'autres, hein, il y en a eu d'autres, hein, bien sûr, mais celle-ci était effectivement pertinente. Merci beaucoup, Adrien. Alors, on te retrouve dans quelques minutes après l'exposé de Florian pour les questions, les remarques de l'assistance. Florian, tu n'es pas historien, tu es philosophe. Tu as signé avec Aurélien Arami une introduction à la pensée de Lénine. C'était en 2018. Elle est difficile à trouver, c'est dire son succès. On espère qu'elle va être rééditée. Tu es membre du Parti communiste français, ça a été dit. Tu es un rédacteur régulier de Cause commune, la revue d'action politique du Parti communiste français, et tu vas tenter pour nous cette autre gageure de nous démêler peut-être ce qu'il y a de contextuel dans la pensée de Lénine et ce qui peut prêter peut-être le plan à une portée plus générale qui n'est pas évidente, puisque, on vient de le voir, la pensée de Lénine est doué d'une plasticité remarquable. Bien de ses écrits, bien de ses déclarations sont complètement arrimés à son action et donc à des contextes très précis. Autrement dit, le léninisme existe-t-il hors dogmatisation stalinienne? On te laisse la parole. Ok. Merci déjà pour l'invitation à Lucas, puis à toi, Mathieu. Ça fait plaisir d'être là. Alors, j'imagine que parmi vous, certains connaissent très très bien Lénine, donc ils vont entendre des choses qui vont leur paraître des platitudes. Pour d'autres, j'espère leur apprendre un petit peu quelque chose. Donc l'idée, c'était de démêler un petit peu ce qui pourrait nous parler encore aujourd'hui en 2024 de ce que Lénine a pu faire et écrire. Alors, je vais sans doute oublier des choses, mais voilà quelques points qui me semblaient pas inintéressants. Alors quand je dis des choses qui pourraient nous servir comme outil, je raisonne en tant que militant, et donc militant dans mon pays, donc j'espère que je ne vais pas dire des choses qui sont trop franco-centrées, etc. Enfin, que c'est des choses qui vont vous parler aussi sur un terrain qui n'est pas tout à fait le même non plus. Donc, je voulais... Ouais, c'est bon? Non, je n'ai pas dit sur la... Oui, c'est bien, pardon. Donc voilà, en gros, en 2024, Lénine déclenche encore quelques passions. Alors à droite, il y a des livres qui paraissent, Lénine, inventeur du totalitarisme, etc. J'ai oublié de dire que l'extrême droite ici avait chatouillé un peu le POP pour organiser une journée comme celle-ci, parce que voilà, on ne peut pas parler de Lénine. À gauche aussi, il déclenche quelques passions un peu hostiles. Certains considèrent que si la gauche veut se reconstruire, c'est en renonçant à Lénine et à tout son héritage. Mais bon, à vrai dire, je pense que malgré tout, le sentiment général, c'est que Lénine, en fait, ça déclenche plus trop de passion et que c'est un peu has-been. Enfin, c'est plutôt comme ça, je perçois. C'est vieux et poussiéreux, et il déclenche plus des peurs ou des enthousiasmes comme il a pu faire avant. Et donc, l'idée, c'était de voir s'il n'y avait pas quelques points qui méritaient malgré tout examen. Donc, je vais prendre des ouvrages, et puis que Lénine a pu écrire, ou des brochures, et puis voir ce qu'on pourrait éventuellement en tirer pour aujourd'hui. Donc le premier ouvrage auquel je voudrais faire référence, c'est Que faire, qui est publié en 1902, sur la question du parti politique. Alors c'est un texte qui est extrêmement contextualisé, donc c'est difficile d'en faire quelque chose parce qu'il est écrit dans un contexte qui n'est plus du tout le nôtre. Lénine se pose la question de savoir comment est-ce qu'on lutte politiquement en l'absence totale de liberté politique. Comment est-ce qu'on lutte politiquement quand il n'y a pas d'espace public? Et donc évidemment, ce n'est pas du tout nos contextes. Et donc là, il propose une réponse d'un parti discipliné, centralisé, clandestin, d'un parti à l'organisation, dans les métaphores qu'il emploie, qui a quelque chose de militaire, et qui n'a qu'une option stratégique, c'est la prise du pouvoir par la force, à l'occasion d'une insurrection armée. Alors pas le parti tout seul, parce que Lénine n'est pas du tout un blanquiste qui imagine qu'une poignée de révolutionnaires, mais à l'occasion d'un mouvement de masse géant, un parti qui prendrait le pouvoir au moment d'une insurrection. Donc évidemment, ça ne nous parle pas beaucoup, à nous qui sommes dans un autre contexte. Néanmoins, dans ce contexte-là, Lénine maintient comme exigence de toujours maintenir un lien avec les masses. Malgré la clandestinité, il faut diffuser un journal. C'est-à-dire que l'objectif des bolcheviks, ce n'est pas l'attentat terroriste, c'est maintenir des liens par milliers avec les masses, parce que c'est ça l'objectif
d'un parti. Et il faut lire en parallèle de Que faire un petit texte qui s'appelle Aux paysans pauvres, même année, où là il donne en fait sa version idéale. Et ce n'est pas du tout un parti clandestin. Il dit, nous les sociodémocrates, donc à l'époque ça veut dire les marxistes, hein, il dit, nous les sociodémocrates, notre objectif c'est de faire comme les Allemands, d'avoir un immense parti de masse qui fait des campagnes permanentes. Voilà, donc nous on veut la liberté politique, c'est ce qu'il dit aux paysans, on se bat pour la liberté politique, pour avoir ensuite un espace public et pour diffuser de la presse. Et Lénine est peut-être trop enthousiaste, mais il s'imagine qu'en faisant ça, il convaincra tout le monde très rapidement. Donc c'est ça son idéal politique. C'est un parti de masse qui dispose de la liberté politique pour pouvoir diffuser son message. Alors ce qu'on peut retenir néanmoins ici, il y a 3 petites choses de Que faire. Il y a 3 thèmes, 3 choses qui sont importantes dans son conception du parti. D'abord, c'est le thème de la centralisation, le centralisme. Voilà. C'est un thème qui peut aujourd'hui faire un peu peur parce qu'on sent que c'est quelque chose qui peut avoir des effets un peu anesthésiants, par exemple sur les organisations locales, l'idée qu'il y ait une décision émanant d'un centre. Mais néanmoins, il estime qu'un parti doit finalement s'organiser à la même échelle que son adversaire. Donc si l'adversaire est organisé à l'échelle de la nation russe, alors nous devons nous doter d'outils qui nous permettent de lutter à cette échelle-là. Donc les initiatives locales sont intéressantes, il ne s'agit pas de considérer que ça ne vaut rien, mais la multiplication des initiatives locales, si elles ne sont pas coordonnées centralement pour se mettre au niveau de l'adversaire, elles n'aboutiront pas à une transformation de la société. Alors c'est quelque chose qui peut me sembler intéressant, ça aujourd'hui, où il y a une effloraison d'initiatives locales en tout genre, mais qui peut-être ne vont pas dans le même sens, ne sont pas coordonnées, etc. La deuxième chose pour le parti politique qui lui apporte, c'est la démocratie, donc le centralisme démocratique. Le centre, pour Lénine, c'est le Congrès. Le Congrès où on décide des grandes orientations. Et une fois que les orientations sont décidées, eh bien, elles doivent être appliquées à partir du centre par tout le monde. Voilà. Et ce thème-là, qui peut un peu sembler une platitude, des organisations avec des congrès, je crois malheureusement n'est plus une platitude. Par exemple, en France, le parti qui est au centre et de la gauche, à qui on peut reconnaître un certain nombre de qualités, puisque c'est Mélenchon à la France Insoumise, pour les scores électoraux qu'ils ont fait, il fonctionne sans congrès. Et donc le populisme de gauche, qui inspire Mélenchon, mais qui inspire aussi les Espagnols de Podemos, qui parlent aussi en Italie avec 5 étoiles, ce sont des organisations politiques qui ont été construites sans statut et sans congrès. Et il y avait quand même pour Lénine l'idée qu'une organisation politique, elle doit d'une manière ou d'une autre, alors ce sera à approfondir, Lénine, on peut lui faire des reproches sur ce point de vue-là, mais néanmoins, cette idée du congrès, du caractère démocratique de l'organisation centralisée, est quelque chose qui est important, puis qui ensuite sera dévoyé. On parlera ensuite de Gramsci, par exemple, qui dira que ça évoluera ensuite en URSS en centralisme bureaucratique, où il n'y a plus vraiment de congrès, où les congrès sont manipulés, etc. Au moment de Lénine, les congrès sont nombreux et on discute librement de toutes les thèses. Mais une fois adoptés, tout le monde a le devoir de les appliquer. Et puis la dernière chose, dernière caractéristique du parti selon lui, c'est que c'est un intellectuel collectif. Donc ce n'est pas un collectif dans lequel il y a des intellectuels. C'est un intellectuel collectif, c'est-à-dire qu'il doit produire, et notamment au moment des congrès, il doit produire une intelligence collective, il doit produire ses propres grilles d'analyse de la société. Il ne doit pas dépendre, par exemple, de l'université ou d'intellectuels bourgeois, il doit lui-même produire ses propres analyses. Et là aussi, c'est le populisme de gauche. Je ne fais pas une fixette, mais voilà. Le populisme de gauche, à l'échelle européenne, il s'est construit contre ça. C'est-à-dire que Chantal Mouffe et Ernesto Laclau, qui théorisent ça, ils disent, en fait, la politique, c'est des affects. C'est pas de la pensée rationnelle, etc. C'est des affects qui mobilisent les masses. Donc, il faut un leader charismatique qui soit capable d'agréger les différents combats. Et l'idée d'une explication, d'une compréhension du monde social, d'une articulation du discours politique avec les savoirs, les sciences sociales, la démographie, la sociologie, c'est quelque chose qui n'est plus du tout évident aujourd'hui. Et il me semble que du coup, avec cette inspiration léniniste, me semble peut-être à reprendre aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le parti. 1902, donc je fais un petit bond dans le temps maintenant, je serai assez bref. En 1915, il y a une brochure à laquelle
tu as fait référence tout à l'heure, qui est la faillite de la Deuxième Internationale, où Lénine intervient sur la question de la guerre. La Première Guerre mondiale qui vient de commencer. Et quelle est sa position? Alors, il est contre la guerre. Voilà. C'est un des rares, avec les Russes avec les Serbes, sont les rares sociodémocrates européens à s'y opposer. Mais néanmoins, en 1917, Lénine, quand il quitte la Suisse pour se rendre via les wagons plombés en Russie, il fait un discours d'adieu, c'est une lettre d'adieu aux ouvriers suisses, je crois, et il dit par contre, nous ne sommes pas des pacifistes. Donc il est contre la guerre en 1914, et il dit nous ne sommes pas des pacifistes, et ce qui m'intéresse ici, c'est la façon dont il appréhende la guerre. C'est-à-dire qu'il n'appréhende pas à partir d'une position de principe absolu. Par exemple, le pacifisme total, le refus de la guerre, quoi qu'il arrive. Non, en réalité, il faut d'abord analyser la situation concrète. Et c'est ce geste qui me semble intéressant. C'est-à-dire, nous sommes confrontés à une guerre, il faut d'abord qu'on soit capable de qualifier cette guerre. Quelle est la nature exacte de la guerre à laquelle nous sommes confrontés? Et une fois qu'on aura la réponse à cette question, on pourra avoir une position politique. Et caractériser la nature de la guerre, ça veut dire quelles sont les forces en présence, quelles sont les dynamiques de classe dans chacun des camps, quelles sont les alliances de classe dans chacun des camps, quel projet politique les classes sociales en présence, en conflit, portent. Et alors, une fois qu'on a dit tout ça, on peut essayer d'avoir une position politique. Et donc, ce n'est pas un pacifisme absolu, ce n'est pas non plus une prise de décision à partir du droit international. Nous, aujourd'hui, et c'est bien de le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, et Lénine ne le dirait pas non plus, mais aujourd'hui, on se positionne beaucoup par rapport au droit international. Donc, l'invasion russe de l'Ukraine transgresse le droit international et l'intégrité des frontières, et puis on défend la cause palestinienne à partir des résolutions de 1967. Donc on met en avant le droit international. Alors, sans doute aussi, j'en sais rien, mais pour lui, néanmoins, ça ne suffit pas. Donc on ne peut pas se contenter du droit par une position juridique sur la guerre. Il faut aller sur les contenus de classe, sur les perspectives politiques de chacun des acteurs eux-mêmes, chacun étant lui-même divisé en interne, etc. Et ça donne pas une solution pour les guerres, mais je trouve comme démarche intellectuelle, pour se positionner par rapport à des guerres en général, il me semble que ça, c'est une inspiration à laquelle on peut se référer. C'est-à-dire que la guerre est déclarée, Lénine écrit un livre sur l'impérialisme. C'est-à-dire immédiatement, il essaie de comprendre les rapports de force mondiaux. Il n'est pas simplement en se disant c'est lui qui a transgressé une frontière, donc c'est lui le responsable, je ne sais pas quoi. C'est une analyse globale des rapports de force et peut-être des choses qu'on ne fait peut-être pas suffisamment. Et donc en 14, c'est son jugement, je le cite à la conférence de Zimmerwald en 1915, il dit voilà, cette guerre, c'est une guerre d'esclavagistes pour le maintien et le renforcement de l'esclavage. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est anti-guerre, parce que c'est une guerre esclavagiste. Il n'y a pas d'émancipation dans cette guerre-là. Par contre, 20 ans plus tard, un philosophe communiste, Georg Lukács, hongrois, et là aussi très inspiré par Lénine, qui a écrit sur Lénine, lui prendra position pour la guerre contre le nazisme. Parce qu'il dit là, la liberté est en jeu. Parce qu'on a une tradition qui veut réinstaurer l'esclavage, coloniser l'Est de l'Europe pour réinstaurer l'esclavage. Donc là, l'émancipation est en jeu, il faut prendre position et entrer dans la guerre. Donc ce n'est pas une position de principe, hein, c'est une position qui demande de partir des analyses à chaque fois de la situation concrète. Alors, voilà pour la guerre. Encore 2 points. Le point suivant, c'est la brochure de 1916 sur l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, dit Lénine. Alors, je ne veux pas dire beaucoup sur la définition de l'impérialisme en lui-même, qui signifie le développement de grands monopoles à la fin de la petite propriété, ou la tendance à la disparition des petits propriétaires, la construction de grands monopoles, l'introduction du capital financier dans l'économie, et puis le partage du globe. Voilà en gros ce qu'est l'impérialisme pour Lénine. Et donc qui conduira au congrès de Bakou, le congrès des peuples d'Orient 1921. Il révise la formule finale du manifeste du Parti communiste qui était prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Et la nouvelle formule, c'est prolétaire de tous les pays et peuples opprimés du monde entier, unissez-vous. Ça, c'est la nouvelle formule qui prend en compte la lutte impérialiste comme étant au cœur de la lutte pour l'émancipation. Ce n'est pas un chapitre annexe, périphérique, c'est le cœur du combat, pour rompre aussi avec la Deuxième Internationale, qui avait négligé ça. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, et qui peut peut-être avoir un petit écho aujourd'hui,
c'est que ça conduit Lénine en fait à considérer qu'on a peut-être un peu trop souvent une lecture trop binaire des conflits sociaux, en considérant que dans chaque situation, les choses sont simples, il y a les opprimés et les oppresseurs. Et en prenant en compte la question de l'impérialisme, Lénine complexifie ça en disant finalement ça ne marche pas comme ça. Parce que vous pouvez avoir des ouvriers dans les métropoles opprimés, mais qui en même temps se solidarisent de leur bourgeoisie contre les peuples colonisés. Et donc alors ils sont oppresseurs. Et du coup dire finalement les ouvriers c'est le camp d'émancipation, ça devient pas tout le temps. Et puis vous avez des bourgeoisies nationales dans les pays colonisés, voilà, et c'est sans doute qu'elles exploitent leur propre population, au moins en partie, mais elles peuvent avoir un rôle émancipateur si elles apportent la souveraineté nationale. Il y a une lutte de libération nationale. Donc voilà des bourgeoisies qui deviennent peut-être des alliés de l'émancipation. Voilà, et donc ça le conduit à reconfigurer un petit peu la manière de voir, et notamment votre position dans les rapports sociaux ne fait pas de vous immédiatement quelqu'un qui travaille pour l'émancipation. Et dans les ramener à nos sujets actuels, par exemple, mon identité ne fait pas immédiatement de moi un sujet pour l'émancipation. Alors par exemple, c'est des choses que je peux travailler un peu par ailleurs, mais dans certains courants antiracistes aux États-Unis, mais pas dans tous, vous avez l'idée par exemple que vous êtes noir, vous êtes opprimé. Et vous êtes du coup nécessairement dans le camp de l'émancipation. Vous êtes blanc, vous êtes oppresseur, et vous n'êtes pas dans le camp de l'émancipation. Alors cette vision des choses, elle oublie complètement qu'en réalité, les Noirs sont une population divisée, stratifiée en classes, et les Blancs de la même manière. Et il n'est pas certain qu'ils aient tous ces gens-là les mêmes intérêts. Par exemple, si vous prenez la richesse, toute la richesse possédée par les foyers des Afro-Américains aux États-Unis, elle est monopolisée, il y en a 90% qui appartient à 10%. Les 10% des Afro-Américains les plus riches possèdent 90% de la richesse noire. Bon, ils n'ont sans doute pas les mêmes intérêts. Or, quand vous réduisez le combat, par exemple, dans ce cas-là, à l'oppresseur blanc, l'opprimé noir, d'une certaine manière, vous déformez la situation. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte d'autres variables. En gros, voilà ce que dit, j'ai l'impression, ce que dit Lénine à ce moment-là. Si vous abordez le monde social qu'avec une seule variable, par exemple ouvrier et patron, vous déformez. Donc il faut multiplier les variables pour essayer de déterminer du coup qui est susceptible de produire de l'émancipation et qui est susceptible, au contraire, de travailler contre. Voilà. En fait, il y avait eu déjà cette réflexion chez Marx quand il parle du conflit, de la guerre de sécession aux États-Unis. Lincoln, qui travaille donc contre l'esclavage, Lincoln veut recruter davantage de soldats, et donc il lance une conscription, et notamment dans les quartiers de travailleurs immigrés irlandais. Il y a une énorme émeute des travailleurs immigrés irlandais qui ne veulent pas partir à l'armée. Et Marx dit, donc Lincoln écrase l'émeute des ouvriers irlandais, et Marx dit, il a raison. Ce sont des ouvriers irlandais, des travailleurs immigrés irlandais, donc a priori Marx lui de ce côté-là. Mais il dit dans le contexte concret de ce moment-là, il faut écraser les esclavagistes du Sud. C'est ça l'émancipation, elle est là. Donc, ces ouvriers-là qui refusent la conscription, ils sont contre l'émancipation. Même si par ailleurs, c'était censé être ceux avec qui nous travaillons d'habitude. Là, chez Lénine, j'ai l'impression qu'il y a la prise de conscience que le conflit présenté de manière binaire, c'est insuffisant, que c'est beaucoup plus présent chez Lénine que chez ses prédécesseurs. Et en ce sens-là, il me semble qu'il est intéressant. Et par ailleurs, quand il réfléchit aussi aux luttes de décolonisation et contre l'impérialisme, il a un point de vue qui me semble là aussi pouvoir nous inspirer, c'est que jamais il tombe dans des rhétoriques du type choc des civilisations. C'est-à-dire jamais il pense le combat comme étant le combat de l'Occident contre l'Orient. À chaque fois, lui, il dit les métropoles sont divisées et les peuples colonisés sont divisés, il y a des forces pour l'émancipation dans les deux, en métropole et dans les pays coloniaux, mais dans les pays coloniaux, il y a aussi des forces qui ne travaillent pas du tout à l'émancipation, et puis des grands propriétaires terriens, des théocraties qui attendent qu'une chose,
c'est de profiter d'un mouvement d'émancipation pour ensuite rétablir leur position. Et donc à chaque fois, il renvoie il pointe des contradictions des deux camps. Alors que parfois j'ai l'impression aujourd'hui, il y a une tendance en fait à prendre l'Occident comme un bloc monolithique, ou le Nord comme un bloc monolithique, le Sud comme un bloc monolithique, et à adopter un discours du choc des civilisations inversé, c'est-à-dire en prenant le point de vue contre Samuel Huntington, le point de vue du Sud ou le point de vue de l'Orient. Alors, et puis dernière chose, et puis je m'arrêterai là, en 1920, alors cette fois-ci il est au pouvoir, et il écrit un ouvrage qui s'appelle Le gauchisme, la maladie infantile du communisme. Et alors, le mot gauchisme aujourd'hui, parfois en France, est utilisé simplement pour désigner quelqu'un qui est de gauche. Par exemple, François Hollande, on a pu apprendre qu'à un moment, c'était un gauchiste. Ça veut dire de gauche, bon, ce qui n'est pas l'usage du tout de Lénine. Pour lui, ça voulait dire une déviation de gauche par opposition à déviation de droite qu'il appelle l'opportunisme. Alors je sais bien que ce qualificatif gauchiste, il faut faire attention parce que c'est une manière de stigmatiser tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sont des gauchistes, etc. Bon, il y a un usage un peu facile du terme, mais néanmoins, je pense qu'il peut garder une certaine pertinence, ou en tout cas, si on ne veut pas le mot, garder ce qu'il y a derrière. Et donc lui, il est confronté à des gens qui, par exemple, ne comprennent pas qu'ils signent la paix avec les Allemands. Enfin, il dit les Allemands nous piquent un bout de territoire énorme, Lénine renonce à tout. Alors, au lieu de vouloir propager la révolution, il fait d'attaquer l'Allemagne, donc il signe la paix, donc finalement Lénine est un type de droite. Ou quand il met en place la nouvelle économie politique, la NEP, c'est-à-dire qu'il redonne un petit peu de liberté, il remet un peu de marché. En Russie, on l'accuse d'oublier le communisme, alors que pour lui, c'était la seule manière de se sauver de l'effondrement généralisé de l'économie russe. Donc il est accusé d'avoir fait des compromis. Voilà. Et donc se dessine une figure politique qui est le refus de tout compromis, sorte de sectarisme au nom d'un idéal, et que Lénine va essayer de décrire dans cette brochure. Voilà. Alors ce qu'il lui reproche, une quantité de choses, hein, il dit d'abord c'était un petit bourgeois enragé, le gauchiste. Et donc la rage, ce n'est plus un critère suffisant pour identifier quelqu'un qui est de gauche, ou quelqu'un qui est communiste, d'être enragé. Beaucoup de gens sont enragés, y compris des gens de gauche, mais ils peuvent l'être pour de mauvaises raisons. Ce sont des gens qui adoptent un discours un peu anarchisant et qui méprisent les partis politiques, donc abat les chefs. C'est la rhétorique anti-parti, c'est pour lui une rhétorique qui caractérise le gauchisme. Une sorte de fascination pour tout ce qui est radical et violent en politique. Ça vient quand même. L'actualisation aussi du gauchisme. Et donc, par exemple, les socialistes révolutionnaires qui organisaient des attentats contre des dignitaires du régime, ça pour lui c'est du gauchisme. Parce qu'ils sont fascinés par la question de la violence, sans tellement se poser la question de son efficacité. En fait, la violence en elle-même, finalement, serait quelque chose de révolutionnaire. Et il oppose donc l'idée que, non, il est nécessaire d'avoir des organisations, que construire un rapport de force et la violence, c'est pas la même chose. On peut très bien être ultra-violent et ne construire aucun rapport de force, et être purement pacifique et construire des rapports de force qui sont favorables au cours du progrès. Et donc pour cette raison, il me semble que cette réflexion est intéressante, parce qu'il peut y avoir, d'autant dans des situations, peut-être par exemple comme en France, où les débouchés politiques sont rares, la tentation de la violence, la tentation d'aller brûler, etc., c'est tentant. Mais ce n'est pas comme ça que nécessairement qu'on soit un rapport de force. Par contre, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a une petite réflexion sur le gauchisme. Il dit faites très attention quand vous critiquez le gauchisme. Il faut toujours en même temps critiquer l'opportunisme. Si vous en critiquez qu'un à la fois, vous allez glisser de l'autre côté. Et si vous critiquez que l'opportunisme, vous allez finir gauchiste. Et si vous critiquez que le gauchisme, vous allez virer à droite. Et moi, il y a un thème, un mot que je n'aime pas utiliser, que je n'utilise pas pour en parler, parce que je pense qu'il est miné, qu'il est maintenant en France, il est complètement récupéré par la droite, qui est le terme de wokisme. Alors moi, je n'aime pas l'utiliser, bon, mais enfin tout le monde comprend en gros de quoi il s'agit. Bon, et bien sûr que sans doute, d'un point de vue communiste, il convient de faire une critique aussi du wokisme, mais il faut faire attention que la critique du wokisme ne nous conduise pas à passer à droite. Et qu'il faut donc toujours maintenir en même temps critique du wokisme, si on veut l'appeler comme ça, même si je n'aime pas le mot, et une critique de l'opportunisme. Il n'y a que comme ça qu'on le marche sur ce que Lénine appelait, il parlait tout le temps d'une ligne de crête. En fait, la position communiste, c'est une ligne de crête, et il faut faire attention de ne pas glisser d'un côté. Et on entend parfois des gens à gauche qui, au départ,
bien intentionnés à propos de cette question du requis se mettent à avoir des discours hyper inquiétants et se retrouvent sur des plateaux de CNews parce qu'au final, ils ont le même discours. Donc, oui, c'est la critique de ce genre de courant, mais il faut toujours faire des doubles critiques. Et ça aussi, il me semble que c'est un geste qui mérite notre attention aujourd'hui. Voilà. Bon, il y a sans doute beaucoup d'autres choses, hein, mais voilà. Merci beaucoup à Florian d'avoir relevé ce défi, là encore, de nous parler de Lénine et d'être très contemporain ce faisant, d'avoir été très éclairant avec cette distinction, effectivement, ce pragmatisme qui est ni opportuniste ni gauchiste, et cette opposition à ce qu'on pourrait dire être la désarticulation des luttes sociales et de ce que d'aucuns appellent les luttes sociétales. Peut-être une question, tu évoquais ce lien entre bourgeois et ouvriers, bourgeois et prolétaires dans les métropoles lorsque Lénine discute la question de l'impérialisme. On peut avoir le sentiment que c'est déjà l'endroit où Marx est arrivé dans ses derniers textes. Il avait l'idée, pour prendre la question irlandaise, que les ouvriers anglais allaient libérer l'Irlande en faisant leur révolution, et puis il a un peu l'idée inverse au terme de sa vie. Ce qui m'amène à poser la première question suivante, et puis ensuite vous aurez la parole pour des remarques ou des questions. Ce qui m'amène à poser la question de savoir de quel Marx a-t-on connaissance en 1917. Il y a bien des textes qui nous paraissent très importants, qui sont parfois datés d'avant la césure qu'opère Althusser. Je pense à l'idéologie allemande, je pense au manuscrit parisien de 1844. Quels sont les pans importants de la pensée de Marx auxquels Lénine n'a pas eu accès? Et ben, ceux que tu viens de dire déjà, qui sont donc l'idéologie allemande de 1845 et puis les manuscrits de 1844, qui sont publiés dans les années 30 à Moscou par l'Institut Marx Engels par Razianov. Il y a aussi une bonne partie de la correspondance Marx de Marx en général qui n'est pas éditée, et je ne suis pas certain que tous les écrits dans la presse. Et là, par exemple, sur cette question précise, toute la façon dont il analyse la guerre civile américaine, je pense que c'est pas disponible. En revanche, les textes de Marx où il parle de l'aristocratie ouvrière, c'est Engels qui en parle. Donc l'aristocratie ouvrière, c'est cette frange de la classe ouvrière qui profiterait des profits coloniaux. Voilà, donc ça, c'est déjà chez Engels, effectivement. Mais il y a vraiment un investissement du thème par Lénine, qui maintient toujours néanmoins que l'aristocratie ouvrière, c'est une couche infime. Et il dit en fait, c'est une couche infime, et par ailleurs, parce qu'il peut y avoir une tendance extrême à dire que la totalité de la classe ouvrière, finalement, toujours et nécessairement des métropoles collaborent. Et donc ça produit un discours désespérant politiquement, puisque du coup, et c'est pas vrai d'abord parce qu'on le voit dès chez Marx, la guerre de sécession, elle a un impact sur la production du coton en Angleterre, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ferment et des ouvriers qui se retrouvent au chômage. Or, malgré ça, ils maintiennent la lutte contre l'esclavage. C'est quand même le mot d'ordre de l'Association internationale, des syndicats. Donc, il faut plutôt réfléchir, il ne faut pas avoir de position essentialisante, se demander dans quel contexte il se trouve que des fractions de la classe ouvrière des métropoles se solidarisent de sa bourgeoisie. Voilà, c'est une question de contexte, réfléchir sur ces contextes-là plutôt que d'avoir une position générale. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des prises de parole? Voilà. Déjà, merci beaucoup pour ces présentations, c'était très instructif, j'ai quand même appris beaucoup de choses. J'avais deux rapides questions, une pour Adrien, c'était concernant la partie 1917-1924. Je sais qu'on n'en parle pas souvent on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Je voulais savoir si tu pouvais nous donner deux, trois infos sur les intervenants extérieurs et le rôle qu'ils vont jouer pendant cette guerre, que ce soit la France, l'Angleterre, etc. J'ai même entendu une fois, je ne sais pas si c'est vrai, que le général de Gaulle s'était impliqué, à l'époque il n'était pas général, mais il s'était impliqué, si tu as deux, trois infos. Puis j'ai une question pour Florian, c'était, au début tu parlais de Lénine un peu
un peu poussiéreux en 2024, etc. Et tout. Et moi, j'avais envie de dire, j'avais lu récemment, comment il s'appelle, Impérialisme, stade suprême du capitalisme, et en fait, si on m'avait pas dit que c'était un livre de 1900 quelque chose, j'aurais cru que c'était un livre d'aujourd'hui. En fait, ça explique les monopoles, les GAFAM, tout ça. Et en fait, ma question c'est la suivante, c'est est-ce que tu peux me donner des infos sur quel type de leader est Lénine? C'est-à-dire qu'on ne produit plus aujourd'hui des leaders qui arrivent à produire une pensée intellectuelle de ce niveau et de leader. J'aurais du mal à penser que, je ne sais pas, Emmanuel Macron a écrit un livre comme ça, ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Comment le parti avait réussi à produire des leaders de ce niveau-là qui abordent tant de sujets, presque à la pointe de ce qui se faisait sur le plan de la recherche à l'époque. Voilà, merci. Donc, j'en m'entends bien, merci pour la question. De toute façon, à quel point c'est nécessaire. En l'occurrence, c'est pour un enregistrement plus que pour soutenir. C'est pour l'histoire. Oui. Allô. Oui. Eh bien, donc, merci pour ta question, cher camarade. Pour te répondre très rapidement, donc, ce sont des corps expéditionnaires, hein, c'est pas, ils n'y allaient pas, je veux dire, à fond de balle, mais ils ont envoyé des tas de gars continuer la guerre, et je veux dire, la plupart d'entre eux en avaient quand même ras la patate, donc ça n'a vraiment pas bien marché. Et la plus belle histoire qu'on peut raconter avec les corps expéditionnaires qui étaient envoyés en Russie combattre les bolcheviks, c'est quand même André Marty, hein. C'est le Mirabeau, qui est un navire de guerre qui va aller de Marseille, si je ne m'abuse, jusqu'en mer Noire, pour soutenir le général Dedekin, si je ne m'abuse, qui est un des généraux blancs, en quelque sorte tsariste, qui mène la lutte en Ukraine, parce que c'est déjà un des principaux terrains de bataille, l'Ukraine à cette époque-là. Et le Mirabeau, ce navire, ce cuirassé, va se mutiner. Il va se mutiner grâce à un marin qui s'appelle André Marty, et André Marty deviendra plus tard un des leaders du Parti communiste français. Et c'est des mutineries qu'on retrouve déjà sur le front depuis 1917, parce qu'il faut comprendre la révolution russe, et je ne l'ai pas appuyé comme ça, mais il faut le comprendre dans un contexte européen insurrectionnel. Hein. C'est-à-dire qu'en France, et même au Royaume-Uni, hein, il y a eu des cas de mutinerie ou de crèves qui ont été très loin, mais en Italie, bien sûr, avec le Guido Rosso, partout en Europe, on a une phase qui est peut-être difficile à comprendre, à imaginer, d'une classe ouvrière à l'offensive, d'une phase révolutionnaire où est à l'ordre du jour l'insurrection. Et en fait, c'est la Russie, en quelque sorte, où ça tient, hein, parce que personne ne s'attendait à ça. Hein. Mais partout, vraiment, c'est l'Allemagne en premier lieu. Hein. On pensait que ce serait le pays de Karl Marx, le pays le plus industrialisé, où il y aurait la révolution qui se tiendrait le mieux. Mais voilà, c'est en Russie que ça a fonctionné, et pour des raisons qui sont propres, en l'occurrence, l'alliance entre le prolétariat et la paysannerie, et la constitution surtout quand même d'un parti d'avant-garde, un parti révolutionnaire qui a quand même su faire les bons choix, si je puis dire. Oui, donc par rapport à comment est-ce qu'on produit des révolutionnaires de cette trempe intellectuelle, alors d'abord, mais complètement anecdotique, mais quand même, le fait de se retrouver 5 ou 10 ans au goulag et tout ça, vous n'avez pas grand-chose à faire d'autre que lire, vous vous retrouvez en prison, ça, c'est ce qui est quand même le cas de ces gens qui passent un temps fou en exil, emprisonnés, où ils peuvent se former. Mais indépendamment, ça c'est anecdotique, hein, mais il y avait quand même dans les partis, dans les grands partis, notamment le Parti social-démocrate allemand, des écoles, une véritable école avec des professeurs comme Rosa Luxembourg, etc. Et c'est vraiment, je crois, une originalité du marxisme, de dire que la politique, elle est liée à la vérité. Pas à la vérité au sens millénariste de la vérité, mais elle est liée à une connaissance du monde social. Voilà. Ça, c'est par rapport à d'autres manières de faire de la politique, où on a des réseaux notables, par exemple, ou des politiques marketing. On cherche à identifier des électeurs à potentiel, qu'est-ce qu'ils vont entendre, etc. Là, c'est sûr, ça, c'est pas du tout le nouage pensé par les marxistes qui dit qu'il faut, nous devons avoir une connaissance du monde social. Donc, ils s'imposent ça, et ce que font plus du tout les hommes politiques actuels, parce qu'ils raisonnent en termes de marketing ou alors ils raisonnent
raisonne à la manière qu'on disait tout à l'heure de Chantal Mouffe et du populiste de gauche, où il s'agit de produire des affects et d'identifier un leader. Donc ces questions-là, du coup, elles n'ont aucun sens. Voilà. Mais par contre, je pense qu'à droite, en tout cas en France, en fait, il y a ce travail intellectuel quand même. Mais il y a une division du travail. Vous avez les élus, Macron, etc., qui sans doute ne sont pas à la hauteur intellectuellement, mais il y a une division du travail qui fait qu'ils sont leurs vrais intellectuels, qui sont souvent pas des universitaires, donc on ne les identifie pas comme des intellectuels, mais ils font partie de tels think tanks ou du comité à l'énergie atomique, ou je sais pas quoi, mais qui sont des gens hyper compétents et qui font ce travail-là et qui expliquent aussi leur force et leur hégémonie. Voilà. On va peut-être prendre les deux prises de parole suivantes à la suite. Alors, merci beaucoup, camarades. Moi également, j'ai appris énormément de choses. Comme quoi, on ne saura jamais assez sur la Révolution de 17, sur Lénine. Je vais avoir aussi deux questions. Déjà, la première question pour Adrien, question un peu plus pratique. Dans ta présentation, on a vu que que les bolcheviks sont passés d'un parti de cadres, de révolutionnaires professionnels, où ils étaient peu nombreux, où c'était vraiment trié sur le volet, pas tout le monde pouvait rentrer comme ça, à un parti de masse, avec plusieurs centaines de milliers d'adhérents, qui vraiment pouvaient avoir une représentation dans la société, puisqu'en fait, peut-être notre voisin était un bolchevique, il était membre du parti, il militait, etc. Donc ça nous pose, nous, cette question, en Suisse, mais je pense pas qu'au POP, à tous les partis révolutionnaires, comment est-ce qu'on peut concilier le fait d'avoir un parti sérieux qui forme des cadres, des élites qui vont pouvoir produire intellectuellement et aussi produire et diriger des institutions, des conseils d'État, des commissions dans des parlements, etc. Et en même temps, s'ouvrir à un maximum de monde pour vraiment infuser dans toute la société et vraiment représenter les masses plutôt que parler pour elles. Et la deuxième question pour Florian, elle va être plus conceptuelle, plus théorique. La question dont tu as parlé sur le fait qu'une petite partie de la classe ouvrière profite en fait de l'impérialisme, elle est très actuelle, puisque non seulement ce qui se passe en Palestine, mais même on parle beaucoup du Sud global, etc., et d'un monde multipolaire, enfin des grosses fractures entre l'Occident impérialiste et les pays du Sud. Et en Suisse, on vit dans un pays où les salaires sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs, et on peut plus facilement se dire que les ouvriers profitent de la situation. Et deuxième des choses, la classe ouvrière, elle est peut-être moins nombreuse qu'à l'époque, mais il y a une grosse classe moyenne qui a émergé, de gens qui ne se vivent pas comme ouvriers, qui sont des employés de bureau, etc., qui pour autant font partie du peuple, ce sont aussi des gens à qui on doit s'adresser, mais ça a floué en fait tout. Il y a une métamorphose en fait, de la lutte des classes, et c'est très compliqué ensuite de les intéresser au discours révolutionnaire, puisque eux, encore plus que les ouvriers, profitent de la situation, mais pour autant ne sont pas les tenants du pouvoir. Et en plus de ça, c'est pas des cols bleus qui vont à l'usine tous les matins, donc pour eux, c'est des gagnants dans l'histoire. Donc ça rend très compliqué la mobilisation des masses. Voilà, c'est des questions pas évidentes, mais merci camarade. Oui, vous entendez bien. Donc merci. Petite question pour M. Thomas. Vous avez mentionné à la fin que Lénine était victime d'un attentat terroriste, mais sauf erreur, Fanny Kaplan était membre de SR, non, de socialiste Narod. D'accord. Donc c'est pas anarchiste. C'est juste une remarque pour si j'ai bien compris la question. Après, pour Florian Gouly, j'avais une question un peu plus complexe. Vous avez mentionné que sur la brochure de l'impérialisme, on fait une lecture très binaire, je suis tout à fait d'accord, notamment sur la question actuelle en Russie et en Ukraine, mais ce n'est pas ça la question. C'est par rapport à l'exemple que vous avez donné de Marx et la question des Irlandais aux États-Unis. Je pense quand même que c'est important de faire une distinction entre la pensée et la façon de faire politique de Marx, qui à mon avis c'est beaucoup plus linéaire, dans le sens accélérationniste, que Lénine, qui était plus pratique, il avait plus de nuances dans les décisions politiques pratiques. Donc c'est juste que, à mon avis, ce serait bien de voir cette continuité de Marx-Lénine, mais en même temps pas prétendre dans une identité entre les deux façons de faire, parce que je vois chez Marx un accélérationnisme. Par exemple, quand on parle du débat des enclosures en Angleterre,
y a encore un débat entre Marx et John Stuart Mill à propos des grandes propriétés. Donc, bon, c'est ça. Je pense que Lénine, politiquement, il a beaucoup plus de nuances que Marx, qui va vraiment dans une logique plus accélérationniste. C'est ça. Alors, merci pour les questions. Là, je vais pas revenir sur la différence entre anarchiste et socialiste révolutionnaire. Tu me l'expliqueras parce que pour moi, elle n'est pas évidente. De l'autre côté, sur la question du parti de masse, c'est un cas de figure qu'on retrouve, par exemple, à la Libération en 1944 en France, en Italie. Hein, c'est-à-dire que ici, c'est dans un contexte révolutionnaire, une force politique qui va, en quelque sorte, réussir à adopter la ligne de masse, hein, je veux dire, qui est de trouver le ton juste, en quelque sorte. Hein, et là, on a vraiment le positionnement sur les soviets, en quelque sorte, hein, à une époque où on ne sait pas encore quoi faire, et même les soviets, hein, même qui se réunissent en février, ne savent pas encore le rôle exactement qu'ils vont avoir, en quelque sorte. Hein. Et ceux qui vont pousser au maximum, en quelque sorte, les soldats mutinés, les ouvriers, les ouvrières en grève, qui vont vraiment les encourager au maximum à prendre le pouvoir, ça va être les bolcheviks. En plus de ça, avec un slogan avec des objectifs qui sont assez clairs, en l'occurrence, en premier lieu, la paix. Et ça, c'est ce qui va vraiment permettre aux bolcheviks de gagner, en fait, hein, parce que tous les autres partis, d'une certaine façon, sauf d'autres, hein, vont, en tout cas la grande majorité des partis, ne vont pas cesser en quelque sorte de considérer que l'alliance avec les Britanniques et les Français reste centrale, et donc il faut d'une certaine façon remplir la promesse en quelque sorte de ces guerres. Et puis après, il y a toute la question de l'organisation du parti bolchevique, qui va permettre en quelque sorte de quadriller la zone, quoi, hein, qui va vraiment permettre, grâce au journal, grâce aux militants, de recruter dans les entreprises, dans les quartiers et dans les soviets, dans les gardes rouges, mais aussi encore plus aussi dans les syndicats, dans les cercles. Hein. On n'a pas parlé non plus de l'aspect artistique, mais les bolcheviks vont être omniprésents en fait. Hein. Ils vont déployer une énergie assez incroyable dans un moment clé, dans le moment où on les attendait en quelque sorte. Et c'est ça qui va leur permettre vraiment de croître dans un moment aussi où ils ne sont pas, où voilà, ils ne vont pas se compromettre avec le gouvernement provisoire, alors que dans le parti, on discutait à l'époque. Hein. Je veux dire, Lénine, quand il est revenu en avril, il a dû distribuer en quelque sorte des claques à plusieurs de ses camarades qui avaient donné des gages envers le gouvernement provisoire. Et il a dit non, on doit s'en tenir à une ligne que certains qualifieront d'intransigeante. Et c'est ça, en quelque sorte, qui lui a permis aux bolcheviks, en tout cas, de croître considérablement en puissance. Alors, pour savoir comment mobiliser les couches moyennes, etc., je suis pas comme toi, hein, je me pose plein de questions et je n'ai pas beaucoup de réponses. C'est bon, c'est difficile, hein, j'ai bien conscience, mais juste un point quand même sur le concept d'exploitation, quand même, pour pas, parce que je pense qu'il faut manier avec prudence le concept d'aristocratie ouvrière, parce que l'exploitation, ça désigne l'écart entre la valeur produite par le salarié et ce qui touche en rémunération. On peut très bien imaginer qu'un ingénieur d'une métropole est plus exploité qu'un ouvrier d'une colonie. Au sens, ça ne veut pas dire qu'il a des conditions de travail qui sont pires, parce que c'est ça l'exploitation, c'est un terme un peu ambigu, on pense conditions de travail, mais pour Marx, il y a aussi le sens purement économique, quelle est la valeur générée, et l'écart entre la valeur générée et celle qu'on reçoit comme salaire. Mais il est possible, en tout cas que le travail soit plus exploité en métropole, et qu'on soit dans les colonies pour les ressources, plutôt que pour les salaires, enfin, voilà. C'est pour ça qu'il faut quand même bien regarder à chaque fois que l'exploitation soit vraiment le ressort qui explique qu'une partie de la classe ouvrière se range, peut-être qu'il y a d'autres ressorts que la simple question du calcul économique. Et puis pour ce qui est de Marx-Lénine, je suis d'accord, il ne faut pas sur ce sujet-là en particulier, peut-être que je peux les identifier, sur d'autres sujets, ils ont des positions qui ne sont pas toujours exactement les mêmes. Après, pour ce qui est de l'accélérationnisme, à la fin de sa vie, Marx, il abandonne un peu l'idée quand même qu'il faudrait passer par le capitalisme nécessairement, notamment à propos de la Russie. Il dit en Russie, après tout, il y a des survivances paysannes, de forme un peu communautaire d'entre elles. Peut-être qu'on pourrait s'épargner, au moins pour la Russie, le passage par le capitalisme. Et puis
tout ça n'est pas très développé, c'est la fin de sa vie, mais voilà, il ne se réduit pas à l'idée de allons plus loin dans le capitalisme, toujours plus loin, parce qu'au bout du capitalisme, il y a le socialisme. Il y a un moment où il dit autre chose. Merci beaucoup. Il y a 2 prises de parole en fond de salle. On va aussi les prendre à la suite parce que Florian devra bientôt nous quitter à 18h. Allez. Ok. Moi, de toute façon, ce ne sera pas des questions, ce sera surtout 2 remarques, donc ça sera assez vite. La première remarque, ce serait d'abord, puisque vous avez parlé que le livre Que faire n'est plus contextualisé, puisque à l'époque, le Parti communiste était interdit, puis que la Russie était sous un régime dictatorial, alors que nous, à l'heure actuelle, on est un système démocratique où on peut s'exprimer. Je dirais oui, d'accord, mais pour l'instant, parce que rien ne garantit que dans le futur, le contexte futur ne sera pas le même que la Russie a eu dans le passé. Pas oublier, par exemple, si la France, entre 2 guerres, était démocrate, après, justement, le Parti communiste s'est retrouvé justement à prendre le maquis. Donc, la situation Que faire reprenait toute sa pertinence. Ça, c'est la première remarque. Et quand la deuxième remarque, ce serait comme on parle un peu, on a tendance un peu opposer ouvrier et employé. Je tiens d'ailleurs à apporter mon témoignage que dans l'entreprise dans laquelle j'étais employé, et je dois dire que il y avait une certaine, effectivement, opposition entre ouvrier et employé, parce que j'étais dans une usine. Le problème, c'est qu'évidemment, je ne vais pas mentir que les conditions de travail de l'employé est meilleure que celles de l'ouvrier, puisque eux, ils se crèvent le cul devant leur machine. Nous, on était assis derrière notre bureau, mais on est tout aussi exploité par le patronat. Et franchement, c'est pour ça que je n'aime pas trop utiliser le terme ouvrier et employé. D'ailleurs, enfin, c'est surtout qu'on a tendance à dire la classe ouvrière. On devrait dire plutôt le prolétariat, puisque les employés, par exemple, la vendeuse à la Migros, elle est tout aussi exploitée, si ce n'est plus les ouvriers. Et je profite aussi pour signaler que le patron profitait justement de notre division entre travailleurs. Donc, voilà. Merci. Mathieu Béclin. Je voulais revenir sur l'ouvrage d'actualité sur la maladie infantile du communisme. Et comme beaucoup de maladies infantiles, elle revient alors qu'on pensait l'avoir éradiquée. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut faire attention à rester sur la ligne de crête, déjà parce que l'horizon y est plus beau et plus dégagé. Mais je pense qu'on a tous gardé l'habitude de la critique de l'opportunisme. On a tous des exemples de candidats d'édition en France, par exemple, à la participation du Parti socialiste au Conseil fédéral en Suisse, pour prendre un autre exemple. Mais on a peut-être un peu perdu l'habitude de la critique, quelque part, du gauchisme, justement, post-68, tout ça, parce qu'à un moment donné, on pensait que c'était loin. D'ailleurs, Cohn-Bendit est un excellent exemple d'une critique du gauchisme qu'on peut maintenant faire en critique de l'opportunisme. Mais je pense que c'est important parce que, alors, vous parliez de wokisme, moi j'aime bien dire la wokitude, parce que c'est comme la tristitude, ça évite de reprendre le vocabulaire de la droite, mais aux États-Unis, ils l'ont qualifié de gauche identitaire, et je trouve que c'est une assez bonne qualification, parce que ça dit bien le problème, et l'angle d'attaque, qui est effectivement totalement contraire à l'idée de prolétaire de tous les pays, unissez-vous. On en vient à opposer universalisme et intersectionnalité, alors que rien n'oppose ces deux notions. Si on comprend ce que c'est que l'intersectionnalité. Et de là, je pense que c'est important de mener cette discussion parce qu'elle a eu beaucoup, quand même, dans la jeunesse, parce que c'est au travers, notamment, des universités en partie, mais aussi des sciences sociales, que cette idéologie, quelque part, rentre un petit peu. Et c'est important de le faire, justement, pour remettre du sens et du concret par rapport à la réalité, justement, ou la vérité, comme, au sens à laquelle on entend. Et de montrer qu'en fait il n'y a pas ces différences, que ces obstacles n'existent pas, et que c'est ce qui séparerait ainsi les gens, en fait, c'est un artifice justement de l'idéologie dominante, parce qu'il y a toujours intérêt à diviser la classe laborieuse,
parce que qu'on soit ouvrier ou employé, on reste prolétaire. Et voilà, donc, je pense que là, c'est intéressant de ne pas avoir peur de le faire, parce que c'est aussi délicat, hein, c'est des débats qui sont très très difficiles à mener, déjà quand on arrive à les mener, parce que souvent il y a refus, mais je pense que c'est quelque chose d'important, et l'ouvrage de Stéphane Béot et Gérard Mariel, par exemple, paru il y a quelques années en France, qui essayait de refaire ça, je trouvais, alors il a été mal reçu, ça a fait polémique, mais il est très bien en pédagogie, parce qu'il explique, il ne nie aucunement tous les éléments intersectionnels de discrimination, mais il explique bien qu'il y a quand même un moteur premier qui est le caractère économique et social, finalement, des choses, et que si on oublie cet élément-là comme élément déterminant, on passe à côté de ce qui se passe, on ne peut pas comprendre les éléments. Donc voilà, c'était sous forme d'encouragement. Mais je me permets juste de dire, oui, c'est ce que j'ai essayé de faire sur la question de l'antiracisme, en essayant d'exhumer l'antiracisme socialiste et marxiste, pour montrer qu'il y avait des choses à nous dire. D'autres questions? C'est pas le cas. Peut-être que j'en ai une avant qu'on prenne congé de Florian. Une question sur le rapport de Lénine au taylorisme. On a un peu glosé sur cette question-là du rapport au taylorisme en prêtant à Lénine une interprétation de l'organisation capitaliste de la production comme socialement neutre. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Je ne connais pas le chapitre parfaitement, mais je pense qu'il y a un peu de ça, d'autant qu'on va retrouver chez Gramsci, le philosophe italien, fondateur du Parti communiste, un peu une même approche, c'est-à-dire qu'il cherche... L'idée, c'est que le socialisme, il doit battre en efficacité le capitalisme, donc oui, ils ont un petit peu une approche... oui, ils considèrent que la technique est neutre. Alors qu'on pourrait, avec Marx, par exemple, c'est ce que fait par exemple Lucien Sèvres, il dit en fait les forces de production, elles ont été choisies par les acteurs capitalistes. Donc forcément, ils ne sont pas neutres, ils sont parfaitement adaptés à leurs intérêts à eux, et sans doute beaucoup moins aux intérêts, évidemment, de la classe ouvrière. Donc il n'y a pas de neutralité de la technique en ce sens-là. Mais je crois que oui, Lénine pêche un peu, une vision un peu enchantée du taylorisme quand même, oui. Sauf erreur, hein, je ne connais pas non plus le dossier par cœur. Je ne vais pas répondre à cette question, mais j'aimerais juste en profiter pour rebondir sur le camarade tout au fond, qui revenait sur l'exploitation. Donc personne, effectivement, ne nie le fait qu'une caissière, par exemple, va être aussi exploitée qu'un ouvrier, mais la question, je pense, qui est centrale, et qui pose aussi la question du caractère ouvrier et prolétarien de la démarche communiste, c'est la place qu'on occupe dans la production et dans la chaîne, en quelque sorte. Et de voir à quel point l'ouvrier produit quelque chose de ses mains qui fait qu'il est indispensable dans la chaîne de production, qui n'est pas le cas des métiers de service qu'on va occuper en quelque sorte. Et c'est ça qui rend en quelque sorte son rôle dans la société, même si on est dans une société actuellement qui est très désindustrialisée, on est dans une phase particulière du capitalisme. Qui nécessite bien sûr beaucoup de réflexion et qui mérite, de toute façon, ça personne ne le dit, l'inclusion de toutes les couches de travailleurs dans ce que nous, par exemple, au PTB, on va appeler la classe travailleuse, hein, dans l'esprit working class, quoi. On va prendre une dernière question. C'est pas une question, en fait, c'est plutôt une réaction à votre réponse. Par rapport à la notion de ce qu'est un ouvrier, un travailleur, la production. Les gens qui produisent des services, ils produisent quelque chose. Une infirmière, elle produit des soins. On ne peut pas vivre sans les gens qui produisent des services. C'est pas juste de savoir qui c'est qui a produit les objets. Je ne comprends pas vraiment la pertinence de mettre une différence entre ces catégories. Ça me dérange. Ça ne doit pas te déranger, parce que je pense que tu vois une fausse opposition. C'est pas dévalorisant non plus, mais après, je ne suis pas non plus un économiste particulièrement brillant qui peut expliquer le rôle de la plus-value, mais ouais. On finit sur une patate chaude.
Bon, mais c'est très bien d'avoir dit la manière dont tu as ressenti la chose, et c'est un sujet important. On va en rester là, et je remercie beaucoup nos deux invités.